Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous filmons avec Irina Dubois. Irina, pourriez vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour Diana, bonjour tout le monde, je m'appelle Irina Dubois, je suis responsable des activités au Dialogue Franco-Russe. Nous sommes au cœur de Paris, aux Champs-Élysées, là où se déroule notre activité principale. Irina, et pourriez-vous nous parler du dialogue franco-russe? Déjà, c'est une association. Donc, c'est une association qui est enregistrée en France et a été créée en 2004 donc par deux présidents français et russes, Vladimir Poutine et Jacques Chirac. Et c'est connu, il est connu que Jacques Chirac avait cette fibre russe. Il aimait beaucoup la Russie, il était russophile. Et tout le monde sait que les relations à l'époque entre la Russie et la France, c'était peut-être l'une des meilleures périodes dans nos relations de l'histoire moderne. Donc, et même pour anecdote, un conseiller, l'une des conseillers de Jacques Chirac de l'époque, a fait une conférence chez nous il y a 2 ans à peu près, qui parlait de cette époque-là, des relations entre la Russie et la France, et disait que Chirac, quand il était jeune, son voisin ou le voisin de sa mère était issu d'une immigration russe début de siècle, et c'est à travers cet homme qu'on ne connaît pas que Jacques Chirac s'est lié de l'amitié vers la Russie, vers la langue russe, la littérature russe, et évidemment ça a impacté sa politique. Donc ça c'est, il a les racines du dialogue franco-russe justement, c'est 2004 quand les deux présidents décident de créer une plateforme d'échange entre les sociétés civiles, entre les gouvernements, entre les entre la jeunesse française et russe. Et nous, on est en 2020, donc 16 ans plus tard, on essaie de poursuivre ces actions, même si on a eu beaucoup de changements. Effectivement, depuis ces 16 ans, ce n'est pas évident parfois, puisque les relations franco-russes sont toujours, il y a toujours de la passion dedans. Il y a beaucoup de hauts, bas. C'est vraiment très. On peut pas dire que c'est calme. Depuis que je suis là, ça fait à peu près 9 ans. C'est vrai qu'on a eu plein de choses, d'événements, mais je dirais c'est toujours positif. Donc c'est positif entre nous. Je vois beaucoup de gens qui viennent au dialogue franco-russe parce que nous sommes ouverts à tout le monde. Les gens peuvent venir, vous l'avez vu, il y a 2 jours, on a fait donc l'une des conférences mensuelles ici au dialogue franco-russe, qui s'inscrivent, ceux qui s'intéressent à la Russie, mais plutôt, je dirais, des personnes des jeunes, déjà, il y avait beaucoup d'étudiants. On est très content de voir des étudiants chez nous, puisque c'est vrai qu'on considère que dans 20-30 ans, c'est peut-être eux qui vont prendre quelques décisions, et il est toujours important de voir peut-être une autre image du pays tel que la Russie, puisque la Russie, ça crée des fantasmes, des clichés, ça vous le savez mieux que moi, et on essaie de, mais on parle toujours en fait, des problématiques franco-russes. Franco-russes, mais comme la Russie, c'est le cœur de toutes les questions géopolitiques, politiques d'aujourd'hui. Effectivement, la Russie, on peut pas, on ne parle pas la politique franco-française, évidemment. Donc ça ne nous concerne pas. Nous, on prend les relations stratégiques stables et fortes entre la France et la Russie, et surtout amicales, parce que on sait très bien que notre histoire, ça commence pas hier, ni avec Jacques Chirac, mais beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de siècles. Euh, et, euh, et donc, ça, c'est très important de garder ces relations, de les développer. Et peu importe ce qui va se passer demain, on ne sait pas, puisqu'on vit toujours, il y a le Covid, donc on a eu des dossiers très, très difficiles, comme le dossier ukrainien, le dossier syrien, 2014-2015, c'était vraiment des années difficiles. Là maintenant encore, donc on va, disons que c'est stable, mais c'est la stabilité basse en quelque sorte. Donc on n'arrive pas peut-être à surmonter des mécompréhensions mutuelles. Et nous, on est là pour pouvoir poursuivre ce dialogue, puisque ça s'appelle le dialogue franco-russe. Donc on est là avec les conférences mensuelles tous les mois. À partir du mois d'octobre ou novembre, ça dépend un petit peu de cette période, on va ouvrir l'association aux membres, donc il y aura des membres, pour eux, il y aura des événements un petit peu spécieux, si on peut le dire, par exemple le business, ou je sais pas, peut-être on invite une personnalité connue du monde politique ou économique, culturel,
ces événements seront ouverts que pour les membres du dialogue franco-russe, mais on va évidemment poursuivre nos conférences mensuelles qui sont ouvertes à tout le monde et qui touchent à l'actualité, puisque l'actualité, parfois c'est imprévisible. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Bon, ça booste un petit peu nos relations, effectivement. Il y a beaucoup de questions. Et par exemple, il y a 2 ans, ou à peu près, oui, c'était il y a 2 ans, l'affaire Skripal, boum, tout de suite, beaucoup de discussions dans la presse, etc. Et nous, on suit cette actualité puisque ça nous concerne, et donc on essaie de faire venir quelqu'un, un expert, pour parler de ces affaires-là. Et par exemple, on s'est adressé à l'époque donc à l'ambassade de Russie, effectivement, pour qu'ils viennent et pour qu'ils parlent de ce qui se passe réellement. Donc là, on suit cette actualité et chaque fois, le sujet, quand on me demande, mais quel est le programme? Je dis, mais je ne sais pas. Il faut attendre, on va voir. Il y a toujours évidemment un programme 3-4 semaines à l'avance, mais parfois, on peut planifier pour, je ne sais pas, jusqu'à 2024, mais ça ne va pas se passer comme ça. Donc, C'est-à-dire, vous couvrez pendant vos conférences les événements de l'actualité. aussi également, parce que par exemple, on a un sujet cette année, c'est le sujet tout ce qui est géopolitique, politique, oui, mais par exemple le Covid. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer dans le monde entier. Et on a fait justement en avril et mai, bon, c'était un peu obligé, mais on l'a fait quand même, on le fait avec beaucoup de plaisir. On est réunis par visioconférence et Dieu sait que c'est compliqué parce que je pense que tout le monde on peut plus de vision, il n'y a pas de contact humain. Au début, c'était intéressant pour tout le monde, mais au fil des mois et des semaines, on a compris qu'on a besoin de se réunir et d'échanger. Et donc, on a fait 2 visioconférences avec Moscou-Paris, avec des hommes d'affaires français qui sont installés en Russie, notamment par exemple Alexandre Stefanescu a participé, j'ai vu qu'il y en a qui vous avez fait les vidéos avec lui, qui parlaient du marché des ressources humaines. Il y avait d'autres hommes d'affaires, vous pouvez toujours trouver d'ailleurs toutes les vidéos sur Facebook et YouTube de notre association. Donc on parlait de l'actualité. Ça, c'est vraiment l'actualité brûlante. Après, on a quelques partenaires comme le Centre franco-iranien, comme le Centre serbe, et parfois on planifie des événements ensemble. On a aussi, il ne faut pas oublier le volet culturel parce que c'est la culture qui nous unit. Vous êtes aujourd'hui l'invité de Dialogue franco-russe. Est-ce que vous vous sentez plus latin ou slave aujourd'hui? Slave. Slave. Parce que parfois on nous reproche en quelque sorte d'être trop politique, mais en fait c'est l'actualité qui nous dicte. C'est pas parce que j'ai planifié 20 événements purement politiques cette année. Non, il y a aussi l'économie évidemment, même si c'est pas notre volet principal, mais on touche à tout en fait. Le domaine c'est la culture. On a commencé cette année encore. C'était une année, le début très culturellement parlant très riche dans le cadre des saisons russes qui sont devenus nos partenaires. Anatoly Belly, l'artiste russe très connu, a présenté son projet qui s'appelle Ciné-Poésie à Paris. C'était donc un mélange de la langue française, de la langue russe, la poésie, le cinéma. C'est très intéressant, c'est quelque chose de nouveau. La musique, il y avait donc compositeur français, il y avait beaucoup de classiques russes, tout était mélangé. Ça a été présenté comme avant-première, avant le grand projet, mais malheureusement, bon, cette année, je pense qu'on ne pourra pas le faire, mais l'année prochaine ou dans les années qui viennent, on va continuer également des événements culturels qui plaisent. On a donc une exposition dédiée à Dostoïevski, également qui a été retardée et reportée à cause du Covid. Avec une femme française, peintre, qui une fois, on s'est rencontrés comme ça, je pense que c'était à quai Branly pendant nos, je sais pas, événements, parce que parfois, là on est aux Champs-Élysées, mais parfois on fait nos événements en conférence dans des grandes salles, quand il y a beaucoup d'intérêt, puisqu'il y a de l'intérêt toujours à la Russie, laisse pas indifférente. Ni la France d'ailleurs, et les relations franco-russes sont au cœur des relations globalisées. Et donc j'ai rencontré cette merveilleuse femme, Marie-Laure Flève, qui est peintre et qui a fait toute une exposition sur Dostoïevski, sur l'idiot de Dostoïevski. J'étais vraiment curieuse de retrouver ses œuvres et j'ai été vraiment étonnée. Et bon, c'est peut-être subjectif,
Ça m'a plu effectivement, mais il y avait quelque chose et je me suis dit ça c'est intéressant d'organiser des événements autour de Dostoïevski parce c'est immortel en quelque sorte. Donc il y a des sujets vraiment très très variés. Donc évidemment on suit tout ce qui est la politique et la géopolitique. Notamment, malheureusement, donc on sait que M. Macron apparemment va pas se rendre en Russie cette année. Bon, de toute façon, ça a été reporté. Il y a quelques affaires internationales donc qui dérangent, disons suscitent beaucoup de réactions à l'Ouest. Et c'est pour ça donc plusieurs réunions sécuritaires, entre autres entre Conseil de sécurité franco-russe a été annulé ou reporté. Ça c'est dommage évidemment parce que chaque fois c'est un événement quand nous on est évidemment une institution non officielle, on est là pour suivre, pour partager, pour parler et discuter puisqu'il y a des experts qui viennent chez nous. Comme là, vous avez vu, donc il y a 2 jours, c'était un ancien militaire qui parlait des sujets sensibles. Donc il y a toujours beaucoup de sujets sensibles. C'est comme le temps, la Russie, la France, l'Europe, qu'est-ce qui se passe on a eu le dossier ukrainien, ça revient puisqu'on peut pas, on peut pas parler de tout ce qui se passe de ce conflit, notamment la semaine prochaine, on va en parler ici avec c'était une proposition du centre franco-iranien qui a un projet, donc leur adhérent, reporter franco-iranien s'est rendu dans le Donbass et fait tout ton livre. Mais c'est très humain, c'est apolitique, mais même si, comme j'ai dit, tout est politique, malheureusement, le sport est politique, la culture devient politique, mais il y a comme ça des événements humains. Effectivement, le journalisme, c'est vrai qu'il est allé que dans le Donbass, et il a fait l'interview qu'avec les gens qui vivent dans cette région, mais c'est quand même la personne qui est complètement pas liée avec cette... Ce qui est intéressant, c'est sa vision, puisqu'il est iranien. C'est vrai que c'est pas du tout la région qui pourrait l'intéresser géopolitiquement parlant. Et donc ça, c'est intéressant aussi des sujets, des gens comme ça, qui s'adressent et qui parfois me proposent, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et si je vois que ça répond aux intérêts des gens qui viennent chez nous, ceux qui m'écrivent, il y a plusieurs personnes qui s'adressent. C'est vrai que depuis ces dernières années, on a quand même eu beaucoup développé les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram un peu moins, mais bon, il faut le faire. YouTube, depuis ces dernières années, c'est vrai que les gens communiquent beaucoup. On vit un peu à l'époque de communication aussi. Et ils s'adressent, parfois ils me proposent des choses auquel je dis non, non, on ne peut pas le faire, surtout pas. Mais parfois, elles disent, mais voilà, j'ai voyagé, je veux partager, et ça, est-ce que je connais tel expert? Et il y a toujours de succès. Donc là, forcément, je dois avouer, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite et beaucoup de gens qui s'adressent, après qui vont adhérer, les étudiants qui viennent, qui s'intéressent, c'est aussi important. Puisque c'est pas parce qu'on veut embellir absolument l'image de la Russie, mais on considère qu'effectivement l'image de la Russie souffre à l'étranger, notamment en France, ce n'est pas un secret. Pour trouver une émission positive sur la Russie, peu importe s'il s'agit du sport, du ballet ou de Vladimir Poutine, c'est difficile. Et puisque nous, on essaie de faire les vrais débats, d'ailleurs, ça c'est l'un des sujets clés effectivement aussi de notre activité, mais j'avoue c'est difficile, puisque les gens, et même les experts, les journalistes, ils sont très ouverts pour critiquer tel ou tel sujet dans les réseaux sociaux, sur le papier, à la télévision. Mais effectivement, moi, c'est une association franco-russe, ce n'est pas une télévision. Donc, je ne peux pas faire le vrai débat comme ça se passe à la télévision française ou russe. Mais ne serait-ce que faire venir les gens avec des opinions opposées, c'est très, très, très difficile, ce que j'ai vraiment compris. On a essayé plusieurs fois, on a fait déjà le débat qui était intéressant, notamment l'année dernière avec Piotr Tolstoï, qui est député de la Douma et qui est aussi journaliste d'ailleurs russe et qui est francophone parfait, en fait d'ailleurs ça a joué aussi son rôle, et Renaud Girard du Figaro, et même moi, après le débat était super intéressant, je me suis dit mais même je trouvais Renaud Girard pas si opposé peut-être parfois à Piotr Tolstoï, et j'aimerais bien que ça
que le débat soit le vrai débat, c'est-à-dire que je suis pas d'accord avec toi, bon, on va pas utiliser les verres avec l'eau, mais au moins on s'exprime clairement sur les sujets. Et là, mais récemment, peut-être il y a 2 jours, là, quand les anciens militaires, ils avaient plus tranché, et je pense que ça a rendu la discussion plus intéressante. Donc c'est vrai qu'il y a, mais voilà, donc on continue, on est heureux de recevoir tout le monde, et c'est-à-dire qu'on n'est pas fermé, on veut pas se réunir et être d'accord entre nous, ce n'est pas non plus le sujet. Et il est intéressant au contraire d'amener en même temps ensemble les gens qui sont peut-être pas d'accord. Mais bon, ça reste très très compliqué. Merci beaucoup. Et Irina, le dialogue franco-russe, il est plutôt français ou russe? Bonne question. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un petit peu français, c'est beaucoup plus français parce que c'est vrai, notre public, ce sont les Français. Ça ne veut pas dire que quand les Russes m'appellent, je dis non, ne venez surtout pas. Mais c'est vrai que on fait toutes nos conférences en français. Tous nos experts sont plutôt là, surtout maintenant, il est difficile de faire venir des experts russes, mais il y en a quand même. C'est vrai qu'il il y a des experts francophones de Russie, différents experts politiques ou économiques qui participent, notamment via donc visioconférence. C'est vrai que peut-être dans les années avant 2000 ou début 2000, je dirais, attendez, 2004, donc 2010, 2012, 2013, il y avait aussi des événements français ou franco-russes en Russie. Là, depuis donc 2017-2018, la plupart de nos événements ont lieu en France, mais ça reste toujours le dialogue franco-russe parce que les Russes se rencontrent avec les Français chez nous, les Russes qui vivent ici francophones, les hommes d'affaires français qui sont de passage en France viennent nous voir. Le contraire, ils se voient parce que je précise que le coprésident, on a deux coprésidents, donc le coprésident russe, c'est Sergueï Katassonov qui préside du côté russe le dialogue franco-russe depuis 2019, donc depuis l'année passée, et M. Thierry Mariani depuis 2012, qui est maintenant eurodéputé, et donc avant il était ministre des Transports sous Sarkozy. Et c'est vrai que quand même il y a beaucoup d'échanges également à Moscou, et quand là Sergueï Katassonov il est ravi de venir ici pour partager également son expérience franco-russe, expérience d'affaires et expérience de député de la Duma qui est en charge des questions budgétaires, avec le public français. Donc ça reste quand même le dialogue franco-russe, même si, et puisque la France, c'est vrai c'est un sujet vaste historiquement parlant, puisque la France c'est quand même un pays proche culturellement de la Russie. Et la Russie, même si ça a changé, je trouve, dans les années après les années 90. Les Russes ont beaucoup voyagé, parce que vous voyez, vous savez peut-être que l'image de la France en russe moyen, c'est quelque chose de très romantique, très positif. Donc nous, on voudrait aussi qu'un Français moyen puisse avoir, on peut peut-être la même image de la Russie, puisque la Russie change, et depuis 20 dernières années, il y avait tout le monde le dit, cela dit, ça dépend, et la construction de grandes villes, et au niveau culturel, et au niveau économique, il y a beaucoup de changements, modifications, donc on reste toujours dans cette coopération positive de notre côté entre la Russie et la France, donc je dirais c'est quand même le dialogue franco-russe, c'est, voilà, peut-être un petit peu plus franco, mais russe aussi. Merci beaucoup, Irina. Pourriez-vous présenter, s'il vous plaît, un profil modèle de quelqu'un qui vient souvent à vos conférences, qui s'intéresse aux activités de dialogue? Oh, ça peut être, vous savez, c'est très très varié. Par exemple, il y a 2 jours, il y avait beaucoup de personnes. En fait, là, c'est entre 25 et je dirais 60. Bon, en fait, c'est la fourchette peut-être normale. Ce sont des gens actifs souvent, ceux qui cadres, donc ils travaillent, chercheurs, experts, universitaires, bon, étudiants, vous avez vu. Comme adhérent peut être n'importe quelle personne, donc évidemment, on a aussi des personnes qui n'ont plus peut-être une fonction active, mais qui sont actives dans leur vie. C'est très très varié. Donc il y a des députés aussi qui viennent, parce que nous, on invite tout le monde. On fait le mailing à tout le monde, donc il n'y a pas de, voilà, nous on va faire que ça et ça, non. Et il y a parfois des journalistes qui s'intéressent à tel sujet. Bon, après,
ce qu'ils écrivent, c'est autre chose. Ils assistent ouvertement à nos événements. C'est parfois d'ailleurs des diplomates, anciens diplomates, comme anciens ambassadeurs français en Russie, notamment il y a 2 jours, Jean de Bliniast, il était là pour assister à notre conférence. Quand ils sont vraiment intéressés, ils viennent, et pour nous, c'est un signe, en fait, de la réussite, en quelque sorte, puisque si les gens de tous les bords s'intéressent à notre activité, c'est-à-dire qu'on n'est pas pour rien ici, et ça vaut le coup, continuer et faire quelque chose pour nos peuples, tout simplement. Et à votre avis, quelle est la proportion des Russes et des Français? Pratiquement, là, ce dernier temps, il y a vraiment, s'ils sont des Russes, ce sont plutôt des étudiants qui font les masters ou qui suivent des programmes franco-russes. Par exemple, les Sciences Po, souvent Sciences Po, l'Institut catholique, souvent Sciences Po, c'est vrai, ou Sorbonne, ou je sais pas, quand ils sont liés, en fait, c'est leur activité future, professionnelle, ou même des ingénieurs. Parfois, on a fait une conférence sur la cyberpuissance, et là, c'était intéressant. Donc, oh, les pirates, les hackers russes, mon Dieu. Donc, c'était, pourtant, on a parlé de tout. Et il y avait beaucoup d'étudiants qui étudiaient, qui étaient, voilà, pour lesquels le domaine était tout ce qui est cyber, sécurité, etc. Donc, je dirais que c'est quand même 90% de Français et 10% de Russes, puisqu'il faut comprendre que ce n'est pas le lieu de rencontre entre les Russes, on est d'accord. Ce n'est pas du tout ça. Il y a beaucoup peut-être d'autres associations qui existent, heureusement, qui réunissent des immigrés russes, ceux qui vivent longtemps, ou même considérés comme immigrés, ou qui viennent. J'imagine, à Paris, c'est pas ça qui manque. Je pense qu'il y a maintenant, dans le monde actuel de communication, il y a beaucoup de réunions entre les Russes, entre leurs compatriotes, etc. Nous, c'est quand même plus côté professionnel, expert, universitaire, politique, affaires. Donc c'est un petit peu un autre niveau. C'est pas pour parler autour de la balalaïka et du thé, pourquoi pas aussi, évidemment. Mais le cœur du sujet, c'est quand même des questions brûlantes d'actualité franco-russe. Et le monde entier, puisque là maintenant, c'est pas que la Russie, c'est pas que la France c'est l'Europe, la Russie c'est les pays BRICS, c'est la Chine évidemment, c'est les États-Unis, tout est lié maintenant, et donc on est au cœur de ces relations. Merci beaucoup. Je vais ajouter tous les liens vers le site du dialogue, vers l'adresse mail d'Irina dans la description de la vidéo. Merci. N'hésitez pas à cliquer là-dessus. Je pense que vous pouvez aussi laisser dans les commentaires vos questions sur le dialogue. Bah bien sûr, en fait, s'il y a des sujets qui passionnent le français, effectivement, en dehors du politique, il y a peut-être des sujets culturels, je sais pas, tout ce qui touche la France et la Russie. Mais après, c'est vous êtes spécialiste de la Russie plutôt. Nous, on est dans les deux. Il faut, toutes les questions, on sera vraiment heureux de participer, répondre. Donc. Спасибо большое, Ирина. Спасибо, Диана. Merci.